Adopté. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale à Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, les centres d'éducation populaire jouent un rôle essentiel pour rejoindre des adultes qui sont souvent passés entre les mailles du système scolaire. On y offre des services d'alphabétisation et d'accompagnement éducatif à nos concitoyens les plus vulnérables. Les centres d'éducation populaire jouent aussi un rôle concret dans l'apprentissage du français. Pour de nombreux adultes, notamment des nouveaux arrivants ou des personnes peu scolarisées, ces organismes représentent souvent un lieu où l'on apprend à lire, à écrire, à vivre pleinement en français au Québec. Le gouvernement dit vouloir défendre la langue française. Pourtant, sur le terrain, ces organismes qui contribuent directement à cet objectif se retrouvent aujourd'hui menacés. Ils sont dans une impasse. Je comprends que le premier ministre s'apprête à quitter ses fonctions dans un mois, mais l'année financière pour ces organismes se termine avant l'arrivée de son ou sa successeur et ce gouvernement a encore le pouvoir d'agir. Donc, Madame la Présidente, je demande au premier ministre de faire la seule chose qui s'impose. Est-ce qu'il peut garantir que ces centres d'éducation populaire recevront le financement nécessaire? La réponse de la ministre de l'Éducation. Oui, Madame la Présidente, ça me fait plaisir de répondre à cette question. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer les représentants. J'en ai rencontré 3 sur 6, mais qui représentaient l'ensemble des 6 centres d'éducation populaire qu'on appelle les CEP. Donc, j'ai rencontré le regroupement InterCEP qui regroupe les 6 centres d'éducation populaire. Effectivement, ce sont des organismes communautaires, Madame la Présidente, qui sont très bien intégrés dans leur milieu, qui offrent un service à la population qui est, de notre côté de la Chambre, considéré également comme essentiel et incontournable. Il y a certains enjeux, effectivement, avec les centres d'éducation populaire, que je ne veux pas remettre ici au Salon Rouge, là, sur la place publique, mais pour lesquels il y avait besoin d'avoir une conversation et des éclaircissements pour la suite des choses et s'assurer que la suite des choses soit faite en bonne et due forme. Ce sont des centres d'éducation que le gouvernement, à travers des fonds du ministère de l'Éducation, supporte depuis de nombreuses années. On supporte à 2 niveaux. D'ailleurs, on les supporte pour leur mission, qui est essentielle, et on les supporte aussi pour des enjeux de logement, je vais dire comme ça, ou de situation locative. Alors, il y a certains enjeux, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a des choses devant les tribunaux. J'ai eu une très bonne et franche conversation avec eux. Ils devraient avoir des résultats de cette conversation-là sous peu, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'entends la ministre de l'Éducation, mais ce n'est pas la première fois qu'on soulève cet enjeu-là au gouvernement. Il y a 2 ans, j'avais posé la même question donc à son prédécesseur, le député de Lévis, qui nous disait donc analyser la situation. L'année dernière, j'avais reposé la situation au député de Lévis, qui était alors ministre de l'Éducation, qui nous disait encore analyser la situation. Madame la Présidente, nous n'en sommes plus à l'étape de l'analyse. La situation, elle est critique pour les centres d'éducation populaire. Est-ce qu'à ce stade-ci, donc, la ministre peut se rasseoir avec eux et agir? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, je viens de le mentionner. Vous savez, pour l'année en cours, ils ont déjà reçu 2 millions du gouvernement. Donc, l'engagement du gouvernement envers ces centres d'éducation populaire-là, il est réel, il est concret. Maintenant, je dois demeurer prudente. Il y a des enjeux devant les tribunaux concernant les loyers de ces centres d'éducation populaire, certains d'entre eux, pas l'ensemble des 6. Je devais, avant qu'on puisse décider de la suite et nous engager dans une suite, discuter de ces enjeux-là avec eux et de voir quelles solutions pouvaient y être apportées. Ceci étant dit, je le répète, il devrait y avoir très prochainement des résultats fructueux découlant de cette décision. Terminant. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je suis allée visiter 2 centres d'éducation populaire. J'ai moi-même été en mesure de voir le travail qui est effectué auprès des concitoyens vulnérables qui apprennent à lire et à écrire. On a ici donc des centres d'éducation populaire qui s'assurent que la grande majorité de nos concitoyens puissent vivre pleinement en français au Québec, qui était une priorité de ce gouvernement. La langue française et l'éducation sont supposément des priorités pour la CAQ. Est-ce que la ministre peut s'assurer de soutenir les centres d'éducation populaire? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, on pourrait avoir une discussion sur l'excellent travail que font les centres d'éducation populaire. C'est pas ça ici qui était l'enjeu. Donc, c'est pas ça non plus qui est l'enjeu. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ont déjà reçu du financement du ministère de l'Éducation cette année. Il y avait des enjeux particuliers qui relèvent de leur loyer et
litige devant les tribunaux. Donc, je veux être très prudente, mais je vous dis, on a eu une conversation et il devrait y avoir des résultats très rapidement. Question principale. Je reconnais maintenant la députée des Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, en février dernier, Urbania nous parlait de François Canty, récemment devenu tétraplégique. Et il a besoin que son domicile soit adapté. Il réside présentement dans un centre de réadaptation, mais il devra quitter les lieux d'ici 1 mois. Il souhaite évidemment retourner chez lui, mais s'il le fait, il va être dans un environnement qui répond pas à ses besoins essentiels. Se laver, se déplacer, simplement être chez lui, là, ça serait un défi constant. Il existe pourtant le programme d'adaptation à domicile, mais savez-vous quoi, Madame la Présidente, depuis un an, le gouvernement caquiste a décidé de faire des économies de bout de chandelle sur le dos des plus vulnérables en suspendant le programme, avec évidemment des conséquences dramatiques pour ceux qui en ont besoin. Et M. Canty, c'est pas un cas isolé, c'est la réalité que vivent aujourd'hui de nombreuses personnes en situation de handicap. Comment la ministre de l'Habitation peut-elle accepter qu'en 2026, un citoyen tétraplégique comme M. Canty soit laissé dans une telle détresse? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. On laisse personne dans la rue, Madame la Présidente, avec le programme d'adaptation à domicile. Important de rappeler ici, Madame la Présidente, qu'au budget 25-26, le gouvernement du Québec a injecté 38 millions de dollars pour pouvoir aider ces personnes donc à l'adaptation de leur logement avec les personnes qui sont en situation de handicap. Ce que la députée oublie de mentionner, Madame la Présidente, c'est qu'à la mise à jour économique de l'automne dernier, le ministre des Finances du Québec a ajouté 20 millions de dollars supplémentaires. Donc, pour l'année 25-26, avec la mise à jour, Madame la Présidente, on parle de 58 millions de dollars qui ont été donc consentis au programme d'adaptation à domicile. C'est un programme qui est extrêmement populaire, Madame la Présidente. Il y a beaucoup d'enjeux liés à la mobilité et le gouvernement du Québec déploie tous les efforts pour répondre donc à ces demandes partout sur le territoire du Québec. On est donc victime de notre popularité. Il y a des demandes budgétaires qui ont été faites de la part de la ministre de l'Habitation. Il y aura un budget aujourd'hui. Madame la Présidente, on va surveiller ça avec beaucoup d'intérêt. Première complémentaire. La réalité, Madame la Présidente, c'est qu'aucune nouvelle demande n'a pu être déposée depuis 1 an. La ministre nous a parlé qu'il a mis de l'argent en novembre dernier, mais c'était pour répondre à de vieilles demandes qui n'avaient pas encore été traitées. Donc, le programme, lui, il est resté en suspens. C'est ça, la réalité. Donc, M. Canty, il n'a pas pu déposer de demande. Il a été laissé pour compte. Est-ce que la ministre trouve ça acceptable que son gouvernement ait abandonné des citoyens comme M. Canty? La réponse de la ministre. Est-ce que le précédent gouvernement libéral trouve ça acceptable que le PAD est passé de 16 000 $ sous le Parti libéral du Québec, Madame la Présidente, par usager à 50 000 $ sous notre gouvernement, Madame la Présidente? Alors, je me demande lequel des deux gouvernements a fait preuve de plus de laxisme au fil des ans. C'est pas le Parti libéral du Québec ou la CAQ. Madame la Présidente, comme je le répète, 25-26, 38 millions. Mise à jour économique, Madame la Présidente, le ministre des Finances est très sensible aux réalités des personnes à mobilité réduite et handicapées au Québec. À la mise à jour, il a ajouté un 20 millions supplémentaire, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Donc, ça, c'est la réponse qu'elle donne à M. Canty, mais moi, je me lève une dernière fois pour lui. À défaut de pouvoir adapter son domicile, malheureusement, il va devoir faire le choix difficile d'aller en CHSLD. Et donc, le programme d'adaptation à domicile, c'est un programme essentiel. La réponse, malheureusement, Madame la Présidente, la réponse de la ministre, elle est inacceptable. C'est un gouvernement qui en est réduit à mettre sur pause un programme qui est essentiel pour les citoyens. Est-ce qu'elle va s'engager à combler les besoins, à rouvrir le programme? La réponse de la ministre. Bien, c'est pas compliqué. Le PAD est passé de 16 000 $ par usager à 50 000 $ par usager. Je pense que le calcul vaut le travail ici. On a un excellent ministre des Finances qui va déposer un excellent budget aujourd'hui, Madame la Présidente. Oui, c'est un programme qui est victime de son succès, mais on continue d'analyser les demandes qui sont rentrées au ministère, Madame la Présidente. On ne laissera personne là à mobilité réduite ou avec un handicap ne pas s'occuper d'eux. C'est la responsabilité de la ministre de l'Habitation et je vais y voir personnellement, Madame la Présidente.
En question principale, je reconnais maintenant le député de l'Acadie. Madame la Présidente, on a un problème important dans le domaine de la justice criminelle et particulièrement au bureau du DPCP. Puis c'est pas parce que les procureurs travaillent pas assez, c'est parce qu'ils travaillent trop, justement parce qu'il manque de monde. Ils sont épuisés, manque de ressources, manque de techniciens juridiques, manque de personnel de soutien. En fait, quand on regarde le document prébudgétaire qui a été envoyé au gouvernement, on se rend compte qu'il y a des enjeux à peu près partout. Et à la suite d'informations qu'on a obtenues suite à une demande d'accès à l'information, on se rend compte que ce que ça crée, c'est que ça crée évidemment du temps supplémentaire, particulièrement au bureau du service conseil. Un bureau qui est essentiel parce qu'il donne des conseils 24 sur 24, 7 sur 7, notamment au corps policier. En termes d'heures supplémentaires, on parle de près de 35 000 heures supplémentaires dans à peu près une période d'1 an et demi. Alors, c'est inacceptable. Est-ce que le ministre va enfin donner les ressources qu'il faut au DPCP pour faire son travail? La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, on les donne, les ressources aux directeurs des poursuites criminelles et pénales pour lutter contre le crime, pour lutter contre les infractions criminelles. C'est une mission importante de notre gouvernement et en toute indépendance, le directeur des poursuites criminelles et pénales réussit sa mission, Madame la Présidente. À tous les jours, il y a des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui se lèvent le matin, qui accompagnent des personnes victimes, qui poursuivent les criminels, qui portent des accusations, et ils le font bien, Madame la Présidente. Ils font un travail qui est dur, qui est lourd et qui est chargé d'émotions, Madame la Présidente, parce que travailler dans l'intérêt public à réprimer les infractions criminelles, c'est louable et ils ont tout notre support. Pour ce qui est des ressources au directeur des poursuites criminelles et pénales, sous notre gouvernement, le nombre de procureurs aux poursuites criminelles a fortement augmenté. D'ailleurs, on est à plus de 800 procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Sous le gouvernement libéral, en 2011, à l'époque où il y a eu la grève des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, on parlait d'environ 450 procureurs. Donc, il y a plus de 300 procureurs supplémentaires désormais. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'investir dans la justice, on a décidé de donner les ressources au directeur des poursuites criminelles et pénales pour agir, Madame la Présidente, et c'est ce qu'on va continuer de faire en collaboration avec les procureurs. Première complémentaire. Ils ont tellement investi qu'il manque des procureurs, puis qu'ils sont revenus au nombre de procureurs qui étaient en 2022. Donc, ils sont plus capables de faire la tâche. Et quand on regarde le document prébudgétaire qui est envoyé, on se rend compte que 44 des procureurs estiment qu'ils hésitent à déposer des accusations parce qu'il y a un manque de ressources. 44 qui hésitent à déposer des accusations. Est-ce que c'est comme ça qu'on va protéger la société québécoise? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on a agi sur plusieurs mesures, notamment le fait que des procureurs poursuites criminelles et pénales, maintenant, vont en commission d'examen des troubles mentaux suite au décès de la sergente Maureen Brault. Le DPCP y allait plus, on a investi pour qu'il puisse y aller. On a agi notamment aussi pour accorder davantage de ressources dans les projets Alliance, dans les projets Centaure avec mon ancienne collègue à la sécurité publique où elle a lancé l'escouade. On a fait en sorte également, Madame la Présidente, d'ajouter des procureurs dans le cadre des tribunaux spécialisés, les plus grands investissements qui ont été faits pour les personnes victimes, Madame la Présidente, sous le leadership du Premier ministre. Alors, on donne les ressources nécessaires et requises au directeur des poursuites criminelles et pénales. Je rappellerai que sous les libéraux, c'était 450, on est rendu à plus de 800 procureurs. Deuxième complémentaire. Parlons des tribunaux spécialisés. Dans le document qui est envoyé au gouvernement, c'est les procureurs qui le disent. Et dans les tribunaux spécialisés, attention, c'est 55 des procureurs qui disent qu'ils peinent ou qu'ils renoncent à autoriser des poursuites criminelles ou qu'ils les abandonnent par manque de personnel. 55 dans les tribunaux spécialisés dont vient nous parler le ministre. Qu'attend-il pour faire en sorte qu'on ait une société sécuritaire au Québec? La réponse du ministre. Madame la Présidente, le Québec est une société sécuritaire. Pourquoi? Parce que notre gouvernement a investi massivement en matière de sécurité publique avec mes précédents collègues, avec le ministre actuel, pour doter les policiers de davantage de ressources, de doter les corps policiers. Même chose au niveau des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, Madame la Présidente. Quand vous regardez le chiffre, on était à 450 sous le Parti libéral du Québec et on est à plus de 800 procureurs aux poursuites criminelles et pénales,
Je pense qu'on a investi massivement. Le budget de la justice est passé de moins d'1 milliard à plus de 1,8 milliard sous notre gouvernement, Madame la Présidente. Ça, c'est des investissements pour la population, pour faire en sorte que le système de justice fonctionne.